Voilà. Yes. Donc, on peut démarrer. Bonjour et bien merci à celles et ceux qui sont venus ou qui sont en ligne pour, je vais vous parler de ce livre que j'ai écrit il y a un petit peu plus d'un an maintenant, Journalisme de combat pour l'égalité des sexes. Alors, pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, je vais peut-être vous parler de mon parcours et du site d'information que j'ai créé. Alors voilà, donc je me présente, donc je m'appelle Isabelle Germain, je suis journaliste depuis 1990, donc voilà, ça ne date pas d'hier. J'ai travaillé principalement dans la presse économique et la presse d'information politique et générale. Et en parallèle de mon travail de journaliste, j'étais très engagée au sein de l'Association des femmes journalistes, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, et qui travaillait sur la place des femmes dans l'information. Alors, pas tellement sur la place des femmes journalistes, mais sur la place des femmes dont on parle dans le contenu des journaux. Et on faisait pas mal, on a fait les premières études sur la place des femmes dans le contenu des journaux, dont je vous parlerai après. J'ai écrit plusieurs bouquins sur les sujets d'égalité hommes-femmes. J'ai fait pas mal de travaux sur les stéréotypes. J'ai été membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y a un organe qui est rattaché au Premier ministre et qui a vocation à conseiller, critiquer le gouvernement sur toutes les questions d'égalité hommes-femmes. Et j'étais à l'époque présidente de la commission stéréotype du Haut Conseil à l'égalité. Attendez, excusez-moi, je ne maîtrise pas. Il faut cliquer. Voilà, donc je vous disais que j'étais très engagée au sein de l'Association des femmes journalistes, où on faisait des enquêtes sur la place des femmes dans les médias, donc dans le contenu de l'information. Et ce qu'on observait, donc les premières enquêtes ont eu lieu, moi je n'étais pas encore à l'Association des femmes journalistes, mais c'était en 1995. Et c'était un organisme international qui s'appelle Media Watch, qui faisait la même chose dans 70 pays, avec une méthode qui était la même dans tous les pays, de regarder combien de femmes, combien d'hommes sont cités dans le contenu de l'information, et de quelle façon ces femmes et ces hommes sont cités. Et ce que montraient ces études en 1995, mais aussi tous les 5 ans, à chaque fois qu'on refaisait ces études, c'est que les femmes sont sous-représentées et stéréotypées dans le contenu de l'information. Sous-représentées, elles représentent moins de... Alors à l'époque, c'était 20%, moins de 20% des personnes citées dans le contenu de l'information en France, moins de 20%, 17% exactement en 95, 18% en 95, 17% en 2020, en 2000, pardon, 18% en 2005, etc. Et ça n'a augmenté que vers 2015, 2020. Et ça a augmenté parce que auparavant, dans l'échantillon qu'on étudiait, il n'y avait que des journaux de presse d'information politique et générale. Il y avait quasiment tous les quotidiens nationaux, quelques quotidiens régionaux dans l'échantillon, des hebdomadaires. Et en 2015, je crois, ils ont ajouté de la presse féminine. Alors forcément, il y avait davantage de femmes qui étaient citées, bien qu'il y ait aussi beaucoup d'hommes cités dans la presse féminine, et notamment un peu des donneurs de leçons. Donc, très peu de femmes citées dans le contenu de l'information, moins de 20%. Et de quelle façon sont-elles citées ? Eh bien, c'est dans 3 cas de figure principaux. C'est le plus souvent lorsqu'elles ont un lien de parenté avec le monsieur qui est le héros de l'information, hein, l'épouse, la compagne, la maîtresse, la fille, ce que vous voulez. C'est Laetitia Hallyday, c'est Madame Macron, voilà. Et donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on voit beaucoup de femmes, c'est lorsqu'elles sont victimes de quelque chose. Hein, vous avez un tremblement de terre quelque part, on va braquer les caméras sur des femmes avec leurs enfants victimes, et puis on va montrer des hommes qui leur portent secours. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans des associations humanitaires, mais c'est ça que les médias nous donnent à voir, parce que voilà, on fonctionne avec des clichés, des stéréotypes. Donc,
lien de parenté, victime. Et troisième cas de figure où on voit beaucoup de femmes, c'est lorsqu'elles sont anonymes. C'est de façon anonyme, c'est des témoins anonymes de ce qui se passe. C'est une passante, une vieille dame, une jolie jeune fille. Je me souviens, on avait analysé à l'époque où il y avait les courses de roller, en fait, de tous les vendredis soirs dans Paris, il y avait des gens qui faisaient du roller. Il y avait plus d'hommes que de femmes, mais il y avait quand même pas mal de femmes. Et les questions qui étaient posées aux hommes, ça les amenait à dire qu'ils faisaient ça pour faire du sport, que c'était génial, alors que les filles, elles disaient qu'elles faisaient ça pour se galber la cuisse, enfin voilà, pour des raisons esthétiques, alors que les garçons, bon, mais voilà, c'était du témoignage anonyme, c'était des gens qui avaient que des prénoms. Mais on voit beaucoup, le jour de la rentrée des classes, on interviewe Nicole qui pousse son caddie dans le supermarché, qui dit ah, j'ai acheté ça, ça et ça. Voilà, donc ça, c'est témoin anonyme, alors que les hommes, eux, ils occupent 80% de la surface éditoriale des journaux, et ils sont cités avec leur nom, leur prénom, leur fonction. Ils sont plutôt dirigeants, ils sont plutôt des héros sportifs, ils sont plutôt des experts. Et donc voilà, tout ça, ça donne à voir des choses très différentes et des modèles très différents pour les femmes et pour les hommes. Excusez-moi, je suis perdue dans mes slides. Voilà. Et donc, tout ça, ça crée un cercle vicieux de stéréotypes, c'est-à-dire que chacune d'entre nous se conforme à ce qu'il voit dans les médias, et en s'y conformant, va le confirmer. Et moi, j'ai voulu créer un autre journal, différent de tous ceux qu'on critiquait quand j'étais à l'Association des femmes journalistes. Et ce journal a vocation à traiter l'actualité en évitant tous les stéréotypes que je vous ai cités. Et je fais aussi, alors dans la société que j'ai créée, qui est les Nouvelles News, donc c'est un journal pour casser ces stéréotypes, et puis on fait aussi des formations pour agir sur les comportements. Parce qu'à chaque fois qu'on adopte un comportement en conformité avec ces stéréotypes, on le renforce. Et donc, je vais dans les entreprises former principalement des femmes, parce qu'il n'y a pas de demande de la part d'hommes, mais j'aimerais bien pouvoir former les hommes pour que voilà, ils changent de regard. Mais bon, voilà, parce que les femmes, eh bien, elles se comportent conformément à ce qu'elles voient dans les médias, c'est-à-dire qu'elles ont des comportements très effacés, elles ne demandent pas, elles ne sont pas offensives, elles n'affichent pas leurs ambitions, parce qu'une femme ambitieuse, elles savent que c'est mal vu. On va voir tout ça dans la suite. Voilà, donc, et donc il y a un an, j'ai écrit ce livre, donc Journalisme de combat pour l'égalité des sexes, la plume dans la plaie du sexisme, où je raconte ces 10 ans, puisque j'ai créé les Nouvelles News en 2010, donc je racontais ces 10 ans de journalisme de combat pour l'égalité des sexes. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil des Nouvelles News que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc voilà, pour aller vite, je vais vous passer pas mal d'images qui vous montrent voilà ce que je viens de vous dire, c'est où est-ce qu'on voit les hommes dans les médias, plutôt au poste de direction. Donc ça, c'était la Banque centrale européenne en 80, je ne sais plus quelle année, parce que je ne peux pas le voir. Mais voilà, 5 ans plus tard, ça avait un petit peu évolué. Vous voyez, on a quand même quelques femmes. Et les femmes, on les voit plutôt dans la pub, plutôt dans ce genre de situation. Et ça n'a pas changé récemment. Enfin, nous, ça fait des années, je vous dis, qu'on dénonce ça à l'Association des femmes journalistes. Depuis les enquêtes qui étaient faites donc, par l'Association des femmes journalistes avec MediaWatch, il y a eu plein d'autres enquêtes qui ont été faites, parce que quand même, voilà, on essaie un peu de se faire entendre, mais le CSA a fait des enquêtes, et l'IFOP, plein d'organismes ont fait les mêmes enquêtes qui concluaient, qui arrivaient aux mêmes conclusions que celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Et néanmoins, ça continue. Quand la crise sanitaire a commencé, vous vous souvenez certainement de cette une du Parisien qui demandait ce qu'il allait falloir faire dans le monde d'après, et il ne posait la question qu'à des hommes. Voilà, donc ça a été un peu critiqué. Ça a donné lieu à un nouveau rapport parlementaire qui a été fait par une députée, Christine Calvez, qui voilà, m'a interviewée. Je lui ai raconté ce que je raconte tout le temps, et elle demandait des conseils pour que ça change. Et moi, ça fait un certain temps que je travaille là-dessus, et dans le rapport que j'avais fait au Haut Conseil à l'égalité, je disais que pour que les choses bougent, il fallait
agir sur les financements. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de financer, il faut arrêter, la seule chose que peuvent faire les pouvoirs publics, c'est d'agir sur les financements. Et il faut arrêter de faire en sorte d'arrêter que les financements publics alimentent des médias qui alimentent les stéréotypes. Enfin, des médias et des activités qui alimentent les stéréotypes. Par exemple, le sport dans les municipalités. Si vous regardez le budget sport des municipalités, vous voyez qu'au bout du compte, tout ce qui est investi bénéficie beaucoup plus à des hommes, à des garçons qu'à des femmes. Il n'y a qu'à voir les stades de foot monstrueux, les stades de rugby, mais aussi l'argent donné aux fédérations. Ça bénéficie à beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et les médias bénéficient d'aides publiques. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument ajouter des critères de parité, d'égalité dans le contenu de l'information pour donner ces financements. Évidemment, les hommes et femmes politiques n'ont pas envie de se mettre les journalistes à dos et ne se lancent pas là-dedans. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire passer. C'est une idée qui est voilà, très difficile à faire passer. Donc, j'ai fait ce rapport, j'ai répondu au rapport parlementaire. À chaque fois, je dis la même chose, mais c'est long à faire passer. Voilà, donc ça c'est d'autres. Alors on avait fait plein d'articles, hein, si vous alliez sur le site lesnouvellesnews.fr, vous verrez, on a fait plein d'articles au moment de la crise sanitaire. Moi j'avais été frappée voilà, de voir quand il y a eu le problème sur les masques, on voyait les femmes qui étaient les petites mains qui faisaient des masques, et puis c'était des hommes qui prenaient la parole pour dire regardez, qui était maire, qui était directeur d'association, qui faisaient les malins à dire regardez c'est génial, on fait des masques, mais en fait c'était des femmes qui les faisaient et elles n'étaient pas payées, elles faisaient ça bénévolement. Et donc voilà comment on perpétue les stéréotypes, quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on les a appelées les soldates du Caire, tout le monde disait ah, elles sont formidables, ces invisibles qui travaillent pendant la crise, elles sont formidables, mais voilà, c'était une foule d'anonymes qui faisaient le boulot et qu'on ne voit pas habituellement dans les médias. Pareil, hein, sur cette question d'invisibilisation des femmes, quand Notre-Dame a cramé à Paris, il y avait eu un article, notamment dans Le Figaro, mais c'était pareil partout, où alors les mêmes, hein, ceux qui étaient devenus experts en immunologie, en virus pendant la crise sanitaire, c'était les mêmes qui étaient architectes, bâtisseurs quand Notre-Dame a brûlé. Et donc, les journaux allaient tendre le micro à plein d'hommes qui expliquaient comment il fallait reconstruire, comment il allait falloir faire. Et puis, dans ce papier du Figaro notamment, donc il y avait 8 personnes interrogées pour demander comment il allait falloir rebâtir. C'était que des hommes. Et puis, il y avait des micro-trottoirs avec le journaliste qui s'était baladé au milieu de la foule. Et là, il y avait des femmes qui répondaient, donc anonymes, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, elles pleuraient aussi. Voilà. Elles pleuraient, elles priaient, elles étaient anonymes, alors que les hommes disaient voilà ce qu'il faut faire. Ils n'en savaient pas plus que vous ou moi, mais ils s'exprimaient. Alors, puisqu'on est ici, je vous ai ressorti ce papier sur Sud-Ouest, là aussi, qui montre à la fois l'invisibilisation des femmes et les stéréotypes. Donc, tous les ans, en fin d'année, les journaux font un récapitulatif des personnalités qui ont marqué l'année. Et j'ai gardé 2014, parce qu'en 2014, il se trouve qu'il y a eu 2 femmes prix Nobel. 2 femmes prix Nobel. Hein. Et qui a été retenu comme personnalité ayant marqué l'année. Alors, vous voyez, pour les hommes, c'est très varié. Hein. Il y a le pape, Poutine, un chef d'orchestre, Obama, le perchiste qui avait gagné je ne sais pas quoi, un cosmonaute. Et pour les femmes, on n'a pas les 2 prix Nobel. On a Trierweiler et Nabila. Vous voyez les modèles qu'on donne à voir aux femmes, que les femmes se mettent sous la dent. Alors, il y a la pub aussi, hein, ça aussi, la pub, c'est bourré de stéréotypes, et donc c'est ça, hein, enfin, si on parle de sociologie des médias, c'est ça qui construit l'inconscient collectif, il est construit avec ce qu'on voit dans le contenu de l'info, mais aussi ce qu'on voit dans la pub. Ça, à l'époque, j'étais au Haut Conseil à l'égalité, quand c'est sorti, on a dit, là, c'est pas possible, et on l'a fait retirer.
Mais c'est quand même fou de se dire, c'était en 2014, je crois, ça a quand même germé dans ce truc-là, hein, cette création, ça a germé dans la tête de publicitaires. Il y a des clients qui ont vu ça, qui n'ont pas vu qu'il y avait un problème et qui l'ont passé, quoi. C'est quand même fou. Alors après, on va parler d'économie. Dans la presse économique, donc j'analyse, hein, dans le livre, vous verrez rubrique par rubrique, les manquements, là où on voit peu de femmes. C'est dans la presse économique qu'on voit le moins de femmes, parce que les dirigeants sont très majoritairement des hommes. Alors ça change, mais grâce à des lois, ça ne change que par la contrainte, hein, c'est parce qu'il y a des lois qui obligent à avoir un certain quota de femmes dans les conseils d'administration, mais c'est dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises, donc ce n'est pas énormément d'entreprises. Et puis là maintenant, loi de 2021 ou fin 2020 qui va obliger aussi à avoir autant de femmes, enfin pas autant de femmes, au moins 40% de femmes dans les comités exécutifs. Mais là encore, ça ne concerne que les très grandes entreprises. Mais c'est déjà ça, on avance. Mais bon, en tout cas, là, vous voyez cet article de Capital qui avait fait un papier sur les startups prometteuses. Il n'y a que des hommes sur la photo. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Sista, qui est très, très sympa, très rigolo, de femmes, qui avait fait la même photo en prenant la pose avec que des femmes en jean, chemise blanche, comme ça, la Vista. Voilà, mais bon. Et voilà, et même quand les journaux font comme des espèces de papier un peu ghetto, hein, tiens, on va aller une fois par an, on va faire un article sur les femmes de l'économie, ils ne peuvent pas s'empêcher de sexualiser le propos. Hein, c'est très fréquent. Vous m'arrêtez, vous m'interrompez. Bon, ça c'est rigolo, je l'ai mis là parce que c'est une lectrice qui m'avait envoyé ça. Vous voyez, on parle d'un prix de chef d'entreprise et il se trouve que tous les lauréats sont des lauréates, mais sur la photo, on voit que des bonhommes parce que voilà, lui, il se bouscule pour être sur la photo. Voilà, ça, c'est deux grands classiques, hein, dans la presse économique. Donc, je vous disais, moi, j'ai longtemps travaillé dans la presse économique. C'est présenter les femmes dirigeantes comme des sadiques ou comme des bossy, on dit, hein, bossy, c'est-à-dire autoritaire, mais avec une connotation très, très négative, où c'est des mecs, ou machin, enfin, qui est, pour les femmes dont on parle, en général, elles ont le cuir assez épais pour le supporter, mais toutes les autres qui voient la façon dont ces femmes sont traitées se disent, il n'y a que des coups à prendre, je ne vais pas y aller. Donc, moi, c'est ce que je veux souligner, c'est vraiment la responsabilité des médias qui, en montrant ces images de façon répétée, lancinante, tout le temps, dissuadent plein de femmes d'aller vers les postes de pouvoir. Et voilà, je dis toujours que l'égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l'égalité, parce que c'est à ces modèles-là qu'on se conforme et ce sont les médias qui enclenchent le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a cette figure de la bossie, ou alors la femme, la mère indigne, quoi, qui maltraite son enfant parce qu'elle est ambitieuse. C'est ça le message qui est sur... qui est là-dessus et qui est sur cette couverture de The Atlantic. Et ça, on l'a en permanence et de façon encore plus subliminale dans les journaux. Simplement, vous avez beaucoup de journaux, quand il faut un portrait d'une femme dirigeante, ils vous parlent toujours de son physique, de ses enfants, et après, éventuellement, de ce qu'elle fait. À un moment, je dirigeais les premières pages de l'Usine Nouvelle, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un journal économique consacré à l'industrie. Et dans les premières pages, il y avait la rubrique portrait. Et donc, je demandais aux journalistes de l'équipe de faire des portraits de femmes, ce qui était déjà assez compliqué, ce qui me valait une étiquette de féministe acariâtre, tout ce qu'on veut. Et donc, parfois, ils faisaient des portraits de femmes, et à chaque fois, ils revenaient avec un article qui, sur le premier tiers, vous expliquait comment la femme était habillée, combien elle avait d'enfants, etc., etc. Et moi, je coupais le premier tiers. Je disais, mais on s'en fout, on est dans un journal professionnel en plus, économique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles études elle a faites, quelles sont les ambitions pour son entreprise, où elle en est du développement de son entreprise, etc. On s'en fout de savoir, enfin, on ne pose pas cette question-là à un homme.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai quitté le journal, pendant ma période de préavis, c'était mon chef qui avait repris la rubrique, et c'est lui qui a fait le portrait de la semaine. Et il avait fait un portrait d'une femme et il allait plein pot sur elle a un tailleur bleu assorti à ses yeux et tout. Ça a été, enfin, genre, les fous sont lâchés, quoi. Bref. Donc, ouais, la presse économique, c'est le pire du pire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça il n'y a pas longtemps, une vidéo qui a été faite par l'association Les Sistas, vous l'avez vu? Je ne sais pas si on peut, enfin, je vous invite à aller la voir, on l'a reproduite sur le site. Et justement, elles reprennent toutes ces questions qui sont posées aux femmes et qui ne sont jamais posées aux hommes. Voilà, et on ne leur pose pas des questions sur leur business, mais on leur demande, et notamment la morning routine. Et c'est assez rigolo de voir, et elles se sont amusées à poser ces questions-là à des hommes, et c'est très rigolo de voir les réactions de ces hommes, quoi, qui disent, mais... Voilà. Et ces questions qui sont posées par les médias, on les retrouve aussi. Ça, c'est un article qui parle d'une étude qui a été faite sur les investisseurs, les relations entre investisseurs et porteurs de projets. Donc, des personnes qui veulent lancer une entreprise, une start-up, qui vont voir des investisseurs. Et donc, pour faire cette étude, ils avaient mis une caméra, écouter les échanges qu'il y avait entre porteurs de projets et investisseurs. Et ce qu'ils ont observé, c'est que quand c'est un homme qui est porteur de projet, on lui pose des questions sur comment il voit sa boîte dans 5 ans, les bénéfices qu'il va faire, l'argent que ça va rapporter. Et donc, puisqu'on lui pose des questions, le gars, il y va à fond, il fait rêver, et ça enthousiasme les investisseurs. Et clac, à la fin, ils font un chèque. Alors que quand ce sont des femmes qui viennent présenter leur projet, on ne leur pose des questions que sur les risques. Voilà, comment vous allez faire dans telles conditions, tel risque, machin. On leur pose des questions, comment elle va gérer ça avec ses enfants, machin. Et donc, puisqu'elle a parlé de risque pendant 1 heure, ça fait beaucoup moins rêver, ils vont être beaucoup moins enclins à financer ces entreprises. Voilà, après, toujours pareil, hein, c'est les questions qu'on pose, nous, journalistes, ont un impact terrible sur l'image qu'on va renvoyer des hommes et des femmes. Hein. Il y avait là, ça raconte un sondage qui avait été fait, qui demandait aux gens, est-ce que vous trouvez que Ségolène Royal est autoritaire? Et puis, la même société qui faisait un sondage aussi sur, c'était Bernard Cazeneuve, on demandait si on trouvait qu'il avait de l'autorité. C'est pas tout à fait la même chose, et ça donne pas la même image. Alors, ce dont je parle beaucoup dans le livre, c'est au début du livre sur la partie économie, c'est sur le fait que cette vision très masculine de l'économie a un impact non seulement sur la façon dont on perçoit le travail des femmes et sur les rémunérations des femmes, sur les métiers de femmes qui sont dévalorisés, mais aussi sur la perception qu'on a de l'économie. Moi, quand j'étais dans la presse éco, quand je proposais des sujets sur le développement durable, choses comme ça, ou le principe de précaution, il y a quelque chose de l'ordre du principe de précaution dans le développement durable, on me disait, il n'y avait que des messieurs autour de la table, et vous êtes dans une conférence de rédaction, vous avez 25 personnes, 3 personnes qui décident des sujets qu'on retient pas, et en général ce sont 3 hommes. Et ces sujets sur le développement durable, ils trouvaient que c'était vraiment des sujets de gonzesse et que ça ne les intéressait pas. Pour eux, ce qui était intéressant, c'était les gens qui prenaient des risques. Voilà. Et il y a toute une réflexion à avoir sur les indicateurs de richesse, qui est une réflexion qui est soulevée par des économistes féministes, beaucoup, ou par ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes, et qui disent, voilà, aujourd'hui, notre boussole, c'est la croissance. Il faut de la croissance, il faut de la croissance. Faire de la croissance, c'est faire du PIB. Et dans le PIB, qu'est-ce qui compte? Ce sont des activités voilà, qui viennent de l'industrie, mais ne sont pas comptées. Alors, c'est la vente de biens et services, mais ne sont pas comptées plein d'activités qui rapportent énormément à l'économie, à la société,
mais qui ne rentrent pas dans le PIB. Par exemple, vous avez un accident de voiture, ça fait monter le PIB parce que vous allez changer la voiture, vous allez faire appel à des réparateurs, vous êtes malade, ça fait monter le PIB, vous allez voir un médecin, vous allez acheter des médicaments, alors que conduire prudemment ne rapporte rien auprès du PIB, vous n'allez pas avoir d'accident. Préserver la santé, l'hygiène, anticiper les problèmes de santé, s'occuper des enfants, préserver leur santé, préserver sa propre santé, ça ne rapporte rien en termes de PIB, mais ça rapporte beaucoup à la société. Donc, tout ce qui est de l'ordre du travail domestique et familial, de soins aux autres, tout ce qui est de l'ordre du care, ne compte pas parce que ce sont des activités de femmes, parce qu'on a des activités assignées aux femmes, pardon, artificiellement, mais et l'économie est bâtie autour de cette idée que voilà, faut prendre des risques, il faut conquérir, il faut augmenter la croissance. Et donc, c'est à la fois délétère pour le travail des femmes et pour l'écologie accessoirement, parce que voilà, quand on produit, ben, on détruit des ressources naturelles, et c'est pour ça qu'il y a un mouvement écoféministe qui existe depuis les années 70, hein, mais qui est absolument pas entendu, dont personne ne veut entendre parler, et dans les rédactions, je dis les rédactions des journaux économiques, les mecs, ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc ça, je vous invite à lire ce papier sur la valeur sociale des métiers que j'avais ressorti au moment de la crise sanitaire. Là aussi, il y a des gens qui parlent de compter le travail invisible. Hein. Ce travail domestique dont je vous parlais, c'est ce qu'on appelle le travail invisible. Il y a des gens qui l'ont compté. Si on comptait le travail domestique et familial, ça représenterait 30% du PIB. Voilà, alors après l'économie, on va parler à cette question de la culture, de ce qu'on appelle la culture du viol aujourd'hui. Nous, vous voyez, ça c'est un article qui date de 2011. Nous, ça fait très longtemps qu'on dénonce la façon dont les médias parlent des violences faites aux femmes, hein, avec cette inversion de culpabilité. C'est-à-dire que quand une femme subit des violences sexistes, sexuelles ou un viol, on interroge davantage pourquoi elle était là, comment elle était habillée, pourquoi elle est sortie là, plutôt que d'interroger quel est le taré qui l'a violée, d'où il sort, pourquoi il a fait ça. Et voilà, créer tout ce vocabulaire, machin. Et donc, c'est une journaliste de la rédaction qui parle d'immunité amoureuse, parce que, ben voilà, on dit le type était amoureux, quoi. Ben non, il n'est pas amoureux, il a tué, quoi. Pas le crime passionnel, c'est une aberration. Alors ça commence à changer. Ça commence à changer parce que grâce à Internet, et ça, merci, bravo les réseaux sociaux, les féministes ont pu s'exprimer. Parce qu'auparavant, c'était impossible pour les féministes de s'exprimer dans les médias. Moi, je dis, toutes mes copines de l'AFJ, c'était pareil. Dès qu'on était frappé du sceau de l'infamie féministe, on ne nous écoutait pas. C'était même pas la peine qu'on essaie d'avancer un argument. Mais sauf que grâce aux réseaux sociaux, il y a eu des raids féministes qui se sont attaqués à ces journaux qui faisaient des titres à la noix, ou enfin voilà, qui parlaient, qui perpétuaient la culture du viol, et ils ont bien été obligés de se remettre en question. Et ça a évolué, et c'est vraiment grâce à voilà, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et notamment, il y a eu les motus, donc c'est l'initiative d'une internaute, mais qui a été beaucoup relayée, retweetée, qui a fait le bingo des motus, de tout ce qui est écrit dans les médias et qui ne va pas du tout, quoi. Et il y a eu récemment un livre aussi qui est très très bien. Je ne sais plus le titre, mais c'est Préparez-vous pour la bagarre. C'est un conte en ligne qui est voilà, c'est remarquable, son bouquin, où elle analyse voilà, toutes les fois où les médias traitent le sujet à l'envers, parce qu'on en est là, quoi. Et au bout du compte, à force de traiter le sujet à l'envers, les jeunes notamment sont perdus. Enfin, il y a une association de lutte contre les violences faites aux femmes qui a posé la question de
voilà, c'est quoi un viol, quoi? C'est quoi une violence sexiste? C'est quoi derrière, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et donc, les réponses sont effrayantes, parce que plein de jeunes hommes disent, mais non, les femmes, elles aiment être forcées, elles aiment ça, et non, c'est pas un viol. Alors que vous leur présentez un truc qui a toutes les caractéristiques du viol, ils disent non. Donc, ah, pardon, j'ai... Hop, 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 hop. Allez-y, je parle beaucoup, vous pouvez prendre la parole. Ouais, on va faire un petit retour sur l'affaire DSK, parce que ça a été un des trucs vraiment les plus hallucinants. Nous, on a existé depuis 1 an et demi quand l'affaire a éclaté. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les journaux tendait le micro aux copains de DSK qui disaient il n'a pas pu faire ça, c'est pas possible, trop sage de domestique. Enfin, c'était juste, on était en pleine culture du viol là. Et c'était la victime qui était pointée du doigt, qui était vénale, qui cherchait à gagner de l'argent avec cette affaire et tout. Enfin, on a tout entendu dans la presse française. Et nous, on a été les seuls à dire alors, on ne sait pas, mais il y a des précédents. Et il y en a eu beaucoup des précédents. On ne sait pas, mais voilà ce que disent les autres. Et alors, ce qui était fou, c'est que moi, j'ai été interviewée par plein de journaux étrangers qui me disaient, mais que font vos confrères? Je ne sais pas. Par contre, on n'était absolument pas écoutés par la presse française. Mais c'était marrant parce que j'ai une télé suédoise qui est venue m'interviewer, des journaux américains qui nous appelaient pour nous dire voilà, vous êtes les seuls à aborder le sujet comme ça. Le Guardian qui m'a acheté l'article que j'avais fait sur les nouvelles news, qu'il a traduit dans le Guardian. Et par contre, les journaux français, ils ne nous voyaient pas, ils ne nous entendaient pas. C'est toujours le cas. Hein. C'est très subversif ce qu'on fait. De traiter l'actualité avec ce regard-là, c'est très... quand j'ai créé les nouvelles news, je n'imaginais pas que c'était à ce point subversif. Est-ce que vous avez reçu des menaces en direct? Alors, j'ai reçu, je le raconte dans le livre, d'ailleurs, le premier truc qui s'est passé, c'était... un directeur, j'ai oublié son nom parce que je ne me souviens pas des trucs trop mauvais, mais je le raconte dans le bouquin. C'était le directeur de Skyrock qui avait été mis en cause pour corruption de mineurs. Le gars, il faisait recruter des jeunes filles par d'autres, et puis il se passait ce qui se passait. Il avait été mis en cause. Bon. Alors, pas condamné, parce qu'à l'époque, avant que quelqu'un soit condamné, il fallait y aller. Mais si, il avait fini par être condamné. Il avait été condamné en première instance. Et au même moment, le gouvernement de l'époque lui avait confié un budget de 1 million d'euros, je crois, pour éduquer les jeunes sur je ne sais plus quel aspect. Et donc, moi, j'étais la seule à avoir fait le rapprochement entre les deux informations. Et j'avais reçu un courrier, à l'époque, il y avait ces nettoyeurs de web, là, très menaçants, me disant « retirez votre article tout de suite » et tout. Donc, moi, je venais de démarrer, ça faisait vraiment 3 mois que j'avais mis le site en ligne. Et j'ai eu la trouille, parce que je n'avais pas les moyens de me payer des avocats face à ces types qui étaient richissimes. Et je l'ai enlevé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'1 an après, j'avais une amie journaliste sur un petit journal à Dijon, qui avait repris l'info et qui, 1 an après, avait reçu le même courrier que moi, lui demandant d'enlever et tout. Et entre-temps, il avait été condamné en 2e instance et il n'allait pas en cour de cassation, donc on pouvait écrire. Donc j'avais ressorti mon papier. Enfin, voilà. Mais oui, on est... Alors, c'est pas moi, je fais très attention parce que j'ai la trouille, parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un procès, mais on est plus méprisé que menacé. Et je crois que c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on ne nous regarde pas, on ne nous entend pas, on ne nous prend pas au sérieux. Et à l'inverse, qui sont peut-être vos premiers soutiens? Il n'y a pas grand monde. Non, vraiment, pas grand monde. Il y a quelques journaux qui essaient de faire la même chose que nous, alors sous une autre forme, parce que nous, la particularité, c'est qu'on veut s'adresser aux hommes et aux femmes, alors qu'il y a beaucoup de journaux qui ont la même approche que nous, mais qui s'adressent qu'aux femmes. Moi, ce que je veux faire, c'est faire changer les mentalités
dans les têtes des femmes, mais surtout dans les têtes des hommes. Les femmes, c'est facile de les convaincre, mais c'est dans les têtes des hommes. Hein. Et voilà, sur la question du système prostitutionnel, c'est quelque chose qui est très touchy. Donc, on avait fait ce papier au tout début. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une loi contre le système prostitutionnel qui a été votée en 2016. Mais cette loi, l'histoire a commencé en 2011, quand 2 parlementaires ont fait un rapport pour dire qu'il faut légiférer sur la prostitution. Pourquoi? Parce que plus de 85% des femmes qui sont victimes de prostitution, c'est comme ça qu'il faut parler, victimes de prostitution, ce sont des femmes qui ont été importées. C'est du trafic d'êtres humains, des femmes qui ont été importées de pays étrangers qui se retrouvent sur le trottoir. Et ce système fonctionne parce qu'il y a des clients. Et donc, un des points de leur rapport et de leur projet de loi, c'était de dire qu'il fallait pénaliser le client. Mais c'était un point parmi plein d'autres qui était de réinsérer ces femmes, de mettre des budgets pour la réinsertion de ces femmes, faire des parcours de sortie de prostitution, voilà, les aider, etc. Et dès que ce rapport est sorti, vous avez eu une avalanche d'articles dans la presse où on allait tendre le micro à des hommes qui disaient fièrement, et des hommes connus, donc là on a, je ne sais plus comment il s'appelle, un grand acteur, qui allait dans les médias se vanter de voilà, la prostitution c'est chouette, ces femmes sont très contentes, elles on ne les entendait pas, etc. etc. Et voilà, et la plupart des médias disaient ça. Et ces 2 femmes, ces 2 députés qui avaient lancé le rapport, elles passaient pour des pudibondes, n'importe quoi, elles étaient décriées. Mais il y avait une espèce d'unanimité comme ça dans les médias. Et encore une fois, on était les seuls à dire attention, voilà ce que c'est ce rapport, quoi. Regardez-le de près, voilà ce que c'est le système prostitutionnel, sordide, machin. Voilà, et très peu même dans la culture. Enfin, il y a eu aussi un film de Pauline Serrault, il y a quand même voilà, des femmes qui ont fait des films, mais on en parle très peu. Enfin, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, quoi, parce que vous avez une avalanche de médias qui vous montrent des mecs qui disent que c'est génial. Il y a même à un moment une bande de types connus, dont Zemmour, Becbédé, il y avait même Nicolas Bedos à l'époque, et après il s'est retiré, qui avaient signé ce qu'ils appelaient le manifeste des 343 salauds, en référence, enfin, c'est lamentable, c'est immonde. Mais voilà, les mecs, ils ont osé faire ça, quoi. Voilà, et ça c'est, encore une fois, dans le vocabulaire qui est utilisé par les médias pour parler de prostitution, là on parle de prostitution d'adolescentes. Hein, et les journaux parlaient de passe alors qu'il fallait parler de viol, parce que ce sont des filles, des jeunes filles, hein, qui sont repérées par des bonhommes parce qu'elles sont, voilà, elles sont en difficulté sociale, machin. Et puis, il les enferme dans une chambre, et puis c'est du viol. Il ne faut pas parler de passe, il ne faut pas parler voilà, c'est du viol. Mais ça aussi, c'est tout un apprentissage à faire dans les médias. Alors, la question du sport, là aussi, je vous disais tout à l'heure, l'économie, c'est pas génial en termes de visibilité des femmes. Alors, le sport, hein, et plus de 90% de la surface éditoriale consacrée au sport vous parle de sport pratiqué par des hommes. Et impact sur la société, c'est que au bout du compte, tout le monde finit par trouver normal que le week-end, papa aille taper dans un ballon avec ses copains pendant que maman s'occupe de la maisonnée. Et c'est comme ça qu'on entretient les stéréotypes, qu'on entretient des mentalités arriérées. Je me permets d'intervenir. On avait organisé ici au club une table ronde justement sur le sujet, et plus particulièrement sur le journalisme sportif. Et ce qu'il en était ressorti, c'est qu'il y avait finalement peu de modèles femmes sportives qui étaient mises en avant, et donc les femmes n'arrivaient pas à s'identifier et au-delà, elles pensaient que c'est possible pour elles d'avoir une carrière dans ce domaine-là. Et au sein du journalisme sportif en lui-même, c'était compliqué d'avoir une femme experte
qui commentent en direct, ou pas d'ailleurs, les matchs, ou, les moments forts de sport. Souvent, c'est simplement des témoins, comme vous disiez au début, et il y a vraiment très peu de femmes qui tiennent le micro. Oui, mais et là, moi, c'est vraiment un exemple que je cite toujours quand je parle du financement de la presse. L'équipe, c'est un journal qui reçoit des tonnes, des millions d'euros de votre argent, d'argent public, chaque année, des millions d'euros, alors qu'ils ne parlent que d'hommes. Et moi, quand je dis, mais attendez, moi, vous me refusez des subventions et vous filez des millions, et puis moi, c'est cacahuète, ce que je demande par rapport à eux, et vous donnez des millions à... Il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Ouais, bon, voilà, là, c'est un article récent, parce qu'on a quand même l'impression, et c'est pas faux, qu'il y a quand même une amélioration. Il y a eu la Coupe du monde féminine de foot qui a été pas mal médiatisée. Il y a quand même 2-3 trucs qui ont été pas mal médiatisés. L'équipe a même fait la coupe une fois, ça a eu une fois sur, je crois que c'était du hand, mais c'est rarissime. Mais les commentaires, donc il y a à la fois l'invisibilité des femmes, et puis le peu de fois où on va les voir, on parle de leur physique, là encore, et puis les types qui font des commentaires en vous expliquant que la fille est vachement excitante, ou que sais-je. Donc on ne parle pas des performances sportives des filles. Et ça, c'est... Oui. Ils cèdent aussi à la pression des réseaux sociaux parfois, parce qu'ils sont tout le temps épinglés sur justement les unes qui sont toujours masculines. Oui. Et de temps en temps, voilà. Grâce aux réseaux sociaux, voilà, on arrive à entendre les féministes, mais il faut crier très 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 fort pour se faire entendre. Et ça, enfin, moi, avant les réseaux sociaux, j'ai écrit pas mal de bouquins, et même quand j'étais présidente de l'association des femmes journalistes, j'ai été reçue dans les médias, mais j'étais invitée une fois, pas deux, parce que les médias, quand ils invitent une féministe, ils attendent qu'elle soit hystérique. Sinon, ils ne la réinvitent pas. Et comme ce n'est pas tout à fait mon genre de beauté, et je me souviens même d'un type qui était venu m'interviewer avant, télé, donc il était resté 1h30, à la fin il était épuisé, il a fini par me dire « Mais énervez-vous, madame !» Non, je ne vais pas m'énerver. Ils ont retenu très peu de ce que j'ai dit, quoi. Parce que, voilà, donc, et c'est pour ça que les féministes ont très mauvaise réputation, parce que les médias ne montrent les féministes que si elles ont un comportement d'hystérique. Alors, on va passer à la culture, cinéma. Cinéma, donc il y a plein d'études qui vous montrent que voilà, ça ne va pas du tout au cinéma. Il y a notamment le test de Bechdel, qui est un truc, vous allez voir, qui n'est pas complètement foufou, qui sélectionne les films. Pour que le film passe le test de Bechdel, il faut qu'il réponde aux 3 critères, qu'il y ait au moins 2 femmes dans le scénario, que ces 2 femmes parlent entre elles et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas tant de films que ça qui répondent à ces critères. Et puis, il y a eu cette étude sur les femmes sur les affiches. C'est des bouts de corps de femmes en général. Parfois, vous n'avez même pas le nom de l'actrice sur le film. Et donc, les hommes, eux, ils regardent l'objectif, ils sont volontaires, déterminés, acteurs. Et alors que les femmes, voilà, c'est des bouts de corps de femmes, c'est juste, elles sont là pour jouer les faire-valoir des hommes. C'est vrai dans le cinéma, c'est vrai au théâtre, c'est vrai dans la culture en général. Donc là, vous avez les journées du matrimoine ce week-end. Je ne crois pas qu'il y en ait à Bordeaux, mais... Si, il y en a à Bordeaux. Oui. Ouais. Ah, il faut aller aux journées du matrimoine. C'est du patrimoine et du matrimoine. Ouais. Ah, c'est cool. Oui, et puis j'ai vu là... il y a eu toute des unes de Sud-Ouest sur les féminicides. Ouais. C'est la présidente du club de la presse. Et vous pouvez retrouver justement en ligne là aujourd'hui l'explication du choix de la rédaction et comment ça a été traité. D'accord. Comment s'appelle-t-elle, Aude Ferbos. Aude Ferbos, très bien. Et c'est la présidente du club de la presse? Pourquoi elle n'est pas là? Elle est là, bon. quelque part, mais elle ne manquera pas la diffusion de cette vidéo. D'accord.
Oui, voilà. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite par l'UNICEF, je crois, et qui montre que les filles disent ben, on n'a pas de modèle. Le cinéma ne nous offre pas des modèles qui nous poussent à être ambitieuses. De toute façon, les femmes ont toujours les seconds rôles dans les films. Et c'est encore pire derrière la caméra. Les femmes réalisatrices. Voilà, les femmes. Alors, on va voir après, ça s'améliore. Mais ce n'est pas sans mal. Voilà, après, je reste sur la culture quand même. Anne Sylvestre, quand Anne Sylvestre est morte, j'avais fait cette nécro. Et c'est fou parce que tous les gens la connaissent pour les fabulettes, Anne Sylvestre. Alors qu'Anne Sylvestre, c'est quelqu'un qui a fait des chansons féministes extraordinaires, vraiment fabuleuses, mais on n'en parlait pas et elle ne trouvait pas de producteur, on dit, ou de, je ne sais plus, enfin, pour faire ses disques, quoi. Donc elle a créé sa maison de disques pour pouvoir faire ses disques féministes parce que sinon elle ne passait pas dans les radios. Donc les gens ne programment pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que quand ils veulent une féministe hystérique, quoi. Elle chantait, c'était une artiste, mais elle n'était pas programmée, donc elle a créé sa maison de disques. Accessoirement, le livre, c'est les Nouvelles News qui l'ont édité. Parce que quand j'allais voir des éditeurs, quand même, vous dites du mal des journalistes, donc c'est pas terrible. Ça, nous, on veut que les journalistes parlent des livres qu'on fait, donc voilà. C'est le genre de réflexion que vous avez pu avoir. Oui, alors il y a deux raisons qui m'ont poussé à l'éditer moi-même. C'est d'une part ça, et d'autre part que les éditeurs ne font plus leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ne font plus le boulot de relecture, ils ne font plus le boulot de relations presse, ils ne font plus voilà, le boulot même quasiment de commercial. Donc je me suis dit que je le ferais moi-même, et j'ai bien fait. Et après, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, mais au moins c'est fait. Parce qu'il y a de plus, vous voyez, tous les bouquins qui sortent, ils mettent une attachée de presse avec les auteurs qui sont très connus, puis les autres, ils se débrouillent. Donc, autant le faire soi-même. Voilà. Donc, Anne Sylvestre, allez lire ce papier, écoutez ces disques, c'est génial. Mais voilà, on avance. Alors, ça, c'est symptomatique, mais c'est vachement intéressant. L'emblème des critiques de films dans le Télérama, c'est une fille. C'est très nouveau. Avant, c'était un petit bonhomme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Académie des Césars, mais ça a été des batailles mais monstrueuses. Mais l'Académie des Césars a enfin été paritaire. Mais ça a été très, très dur. Hein. Il y en a qui ont vraiment pris plein la tête. Voilà, le clip d'Angèle. Ouais. De quoi je vous ai dit qu'il fallait qu'on parle après sur la culture? Oui, les réalisatrices. Là aussi, en fait, on est tellement habitué à ce qu'il y en ait peu qu'on finit par se contenter de peu. Et c'est Agnès Jaoui, dans une conférence, qui dit un truc extraordinaire. Elle dit, moi, j'allais dans des conférences internationales avant, et j'étais très fière, parce que nous, les Français, je disais, on a 20% de femmes parmi les réalisateurs qui sont financés par l'UCNC, voilà, 20%. Et elle dit cette phrase, elle dit « Quelle puissante intériorisation de mon infériorité m'a fait me réjouir d'un chiffre aussi minable ». Et c'est ça, on en est là, quoi. On est tellement habitué qu'on se réjouit de chiffres minables. Et voilà. mais les réalisatrices, oui, ça change, ça évolue. Et là encore, on est toujours dans des problématiques, comme pour les médias, comme pour tout, de financement. Parce que les instances de consécration qui décident on va financer ou pas financer tel film, c'est des groupes de bonhommes, c'est des boys clubs. Ils sont copains entre eux, et ils considèrent que les films faits par des femmes ne méritent pas d'être financés. Et moi, quand j'entends les mecs dire « Oh, mais on ne va pas financer parce que c'est une femme, et puis si on ne finance pas, c'est parce que c'est pas bon », mais c'est pas bon au nom de quels critères? Il n'y a pas un moment où vous vous dites que les critères que vous avez dans la tête sont un peu biaisés quand même? Pas du tout. Avec cette espèce d'arrogance comme ça, insupportable.
vraiment insupportable. C'est ce que j'appelle le syllogisme du mépris. C'est-à-dire qu'on ne finance pas les films parce qu'ils sont mauvais. Enfin, voilà. Donc, je vous invite, alors je n'ai pas tout dit sur le livre, je vous invite à lire, je surveille l'heure. Bon, c'est parfait, parfait comme ça. Si vous avez des questions, des échanges en ligne. Moi, j'ai quelques questions. Est-ce que vous entendez, ceux qui sont en ligne, les questions qui sont posées dans la salle? Alors là, je n'ai pas entendu. En tout cas, de mon côté, je n'ai pas de questions pour l'instant. Oui. Ah oui, votre micro fonctionne. Ah bah super. Est-ce que vous nous entendez en ligne? Mais là, en fait, le micro soit très proche. Très bien. Et bien là, très bien. Vous m'entendez? Oui. Ok. On parlait d'experts et d'expertes qui interviennent dans les médias. Vous faites partie d'un réseau qui s'appelle Les Expertes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus parce que la question qui revient souvent sur ce réseau, vous allez nous en parler, c'est un principe de parité, c'est très bien, mais une femme pour avoir une femme qui intervient pour répondre à ce principe de parité, ça n'a plus aucun sens. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Alors, en fait, ce réseau, Les Expertes, moi, je ne suis pas du tout à l'origine de ce réseau. Et je suis moyennement enthousiaste, mais je trouve qu'elles ont eu raison de le faire pour dire aux journalistes qui disent « Ah, mais on ne trouve pas de femmes », mais regardez, il y en a plein dans ce réseau. Pourquoi je suis moyennement enthousiaste? Parce que je considère que ce n'est pas à des femmes bénévoles de faire le boulot des journalistes. Quand même, la qualité première d'un journaliste, c'est d'avoir un réseau, un carnet d'adresses. Ce n'est pas à des femmes de leur faire bénévolement leur carnet d'adresses. Donc, voilà. Mais bon, faute de mieux, elles n'ont pas complètement tort de le faire. Après, l'idée de mettre une femme pour mettre une femme, il y a 2 points. C'est-à-dire que très souvent, il y a des femmes qui ont des choses à dire et les journalistes ne les voient pas parce que voilà, ils ont l'habitude que dirigeant, ce soit un homme. Et puis après, pourquoi pas? Pourquoi pas forcer les choses? Parce que, ce que je vous disais, il faut transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Et plus on montrera de femmes, plus les femmes se sentiront légitimes dans les postes de direction, et plus on aura de femmes, et plus on arrivera à un équilibre entre hommes et femmes au poste de direction. Donc, il faut, c'est très bien que les expertes existent, mais les journalistes ne puissent pas beaucoup dedans. Et moi, quand dans mes équipes, quand on me dit mais le numéro 1 c'est un homme, tu vas interviewer le numéro 2. Et il se trouve que souvent c'est une femme et qu'elle fait le boulot dans l'ombre. Donc, mais alors après, la difficulté, c'est très souvent quand vous appelez, moi quand j'étais dans la presse économique, ça arrivait quasiment tout le temps, vous appelez une femme pour l'interviewer. Quand vous appelez un homme, il est toujours prêt. On arrête tout, on parle aux journalistes et ils ont raison. Je veux dire, si vous voulez progresser dans votre carrière, si vous voulez montrer faut montrer qui vous êtes, et dans la presse, c'est génial d'aller montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire, vous savez diriger. Les femmes, elles n'ont pas ce réflexe-là. Elles me disent, ah bon, vous croyez, est-ce que je vais savoir, je vais demander l'autorisation à mon chef, ça prend des plombs et on laisse tomber. Donc, c'est pour ça que je fais ces formations aussi, pour dire aux femmes, allez-y, mettez-vous en avant, quoi. Lâchez pas l'affaire. Je pense aux réseaux sociaux, parce qu'on parle des médias, mais ça fait aussi partie de la circulation d'informations. Sur le réseau professionnel LinkedIn, il y a très peu de temps, il y a l'équipe qui a proposé d'ajouter, d'ailleurs je crois que ça a été fait depuis, un statut qui mentionne en congé maternité pour spécifier la période et ne plus en avoir honte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une façon de... Est-ce que c'est l'autodéfense de se justifier, de dire voilà pourquoi j'ai une pause dans ma carrière professionnelle qu'on ne demanderait pas à un homme? Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. C'est une information. Voilà, je ne suis pas dispo, je suis en congé maternité. Après, la question, c'est comment c'est pris de l'autre côté. C'est ça aussi qu'il faut apprendre aux gens
le prendre bien, à faire avec. Est-ce qu'on est sûr ou est-ce qu'on déguise, parce qu'il y a aussi sinon freelance pendant 2 ans, alors qu'en réalité… Oui, non, mais il faut, enfin, je veux dire, faut le dire et puis le revendiquer. Et puis, moi, je me souviens avoir dit à un chef une fois qui maltraitait une femme qui revenait de congé de maternité. Je dis, mais attends, c'est son môme qui va payer tes retraites, donc tu vas être un peu sympa, quoi. Parce qu'il y a un truc que les femmes ne savent pas, c'est que depuis 2006, une loi prévoit que quand une femme revient de congé de maternité, elle doit avoir une augmentation équivalente à la moyenne des augmentations donc, globale, mais aussi une augmentation individuelle dont le montant est calculé en faisant la moyenne des augmentations individuelles de son service. Et ça, personne ne le sait, personne ne l'applique. Voilà, encore les médias font pas leur boulot d'informer là-dessus. Et puis, mais voilà, après, si les gens en face sont pas capables de se dire, ok, elle était en congé maternité, elle revient de congé de maternité, on reprend comme avant. Si c'est pénalisant, enfin voilà, faut faire en sorte que le fait d'être en congé de maternité ne soit plus pénalisant pour les carrières des femmes. Il y a quelqu'un c'est Agathe qui souhaite nous rejoindre. Pardon. Ah bah oui. Il faut cliquer aussi. Allez-y. Il faut appuyer sur le clic. Bonjour Agathe. C'est en train de se connecter. On a aussi eu un débat ici sur l'écriture inclusive dans les médias. Justine, pour savoir qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive et notamment son introduction dans certaines rédactions. Oui, alors en fait, les deux choses qui ont progressé depuis quelques années dans la presse sur sur toutes ces questions d'égalité homme-femme, c'est la question du vocabulaire et un peu, je vous disais tout à l'heure, la question des violences faites aux femmes grâce aux réseaux sociaux. La question du vocabulaire, il y a ne serait-ce que 10 ans, le fait de féminiser les noms de fonction, c'était impossible. C'était des débats incroyables. Alors que il y a eu, je crois que la première circulaire sur la féminisation des noms de fonction, c'était en 1986. Et les journaux ne voulaient pas en entendre parler. Depuis 5 ans, ça bouge. Donc, on a dit auteureux, maintenant on dit autrice. Quelle audace. Quelle audace. Donc ça évolue. Après, sur l'écriture inclusive, ouais, faut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on appelle écriture inclusive? Oui, faut arrêter de camoufler le féminin, faut revenir à ce qui était antérieur. Je crois que c'était au Moyen-Âge que l'écriture inclusive existait. Donc oui, il faut y aller, il faut avancer là-dessus. Nous, on le pratique. Au club aussi, je précise. Ouais. Et moi, j'avais une question par rapport aussi aux réseaux sociaux. Donc, vous disiez que les réseaux sociaux, c'était bien au niveau des débats féministes qui étaient plus visibles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un genre de backlash un peu à ce niveau-là, qui est justement aussi très visible sur les réseaux sociaux? Ce qui est terrible, c'est que… Oui. Ça peut amener aussi à une sorte de burn-out militant. Oui. Ouais. Non, c'est très compliqué parce que, et là encore, on est sur un problème de moyens. Alors moi, ce que j'explique au début du livre, c'est que j'ai pas eu les financements que j'aurais voulu pour développer un grand journal. Moi, je suis partie avec, quand j'ai quitté mon journal, je suis partie avec ma clause de cession et j'ai créé mon journal comme ça. Et quand j'allais chercher des investisseurs, ils ne comprenaient pas la ligne éditoriale. Ils faisaient semblant de ne pas comprendre ou ils n'en voulaient pas. Donc, je me suis débrouillée avec des tout petits moyens. Et donc, si on veut être influent, il faut des moyens et voilà, moi, je ne les ai pas. Et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu ces groupes de féministes avant que les réseaux sociaux soient devenus une espèce de marketing de trolls, de fermes de trolls, etc. Il y a eu une petite fenêtre où
des gens sans moyens arrivaient à s'exprimer. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Là, j'ai fait un papier qui est contesté et là, j'ai des trolls masculinistes qui me sont tombés dessus. J'ai commencé à leur répondre, j'ai passé une soirée, mais je ne peux pas passer toutes mes soirées à leur répondre et je vais arrêter. Mais eux, ils sont hyper présents et ils le diffusent, ils infusent leurs idées nauséabondes sur les trolls, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Toute la bande à Zemmour, hein, quand ils vous tombent dessus, ils ne cherchent même pas à argumenter, ils disent n'importe quoi, mais ils vous démolissent. Donc ça, c'est un sujet compliqué. Et là encore, on est sur des questions d'argent. Parce que moi, si j'avais une armée d'internautes qui allaient répondre à ces types-là, on les ferait taire assez vite. Et voilà. Mais il ne suffit pas d'avoir un discours cohérent pour avoir raison sur les réseaux sociaux. Mais justement, vous avez vu peut-être à mesure que votre visibilité elle montait, des trolls, même des masculinistes, en fait, arriver en masse. Oui, c'est ponctuel, c'est... Alors moi, comme malheureusement, on n'est pas très visible, hein, voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on n'est pas très connu, pas très visible, ils ne nous embêtent pas trop. En plus, moi, j'ai un discours très les faits. Moi, j'ai un discours journalistique. Donc, c'est difficilement attaquable. Mais là, vous voyez, le papier que j'ai fait sur Quatennens, où je dis, le mec, il est soupçonné de violence. On ne sait pas. C'est juste le parquet qui s'est saisi d'une main courante. Il s'est saisi, pourquoi? Parce que soupçon. C'est juste un soupçon. Voilà. Et il se trouve que les féministes sont attaqués. Genre les types qui tapotent sur la table en disant « Et alors, les féministes, vous dites rien ?» Ben, on devrait dire quelque chose. Ah oui, mais quand c'est un mec de droite, vous dites ben, « Oui, non, enfin, pas forcément. » C'est parce que, enfin, ils accusent les féministes de gauche d'être copains avec les imams. Enfin, il y a toute une... Enfin, c'est pétri de racisme. Ouais, oui, la conclusion du Canard enchaîné, c'est juste hallucinante, quoi. Qu'est-ce qu'ils mettent en cause Sandrine Rousseau, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi. Ah tiens, ça fait vendre de dire Sandrine Rousseau, donc on écrit ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc là, voilà, et là sur ce papier-là, j'ai eu plein de trolls qui sont venus me pourrir là. Et plein de différents, ils se soutiennent, ils rebondissent les uns sur les autres. Donc ça donne une impression que voilà, on est noyé au milieu de tous ces types qui... Pardon? Ouais, une espèce de meute comme ça, qui donne l'impression qu'elle a raison. Ils sont très organisés. Ouais, très organisés. Et ils sont en permanence. Et c'est vraiment des réseaux masculinistes très puissants, très organisés. Donc, je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Et ça a déjà vous déstabilisé peut-être Non, ça parce que... Ça que... n'a jamais influé même sur votre morale Non, mais c'est un peu, c'est décourageant parce que moi, j'ai pas les moyens d'y passer le temps qu'il faudrait y passer. En plus, je suis même pas sûre que ça servira à quelque chose. Je vois pas trop l'issue du truc. Donc, je préfère les éviter, les bloquer. Mais bon, vous en bloquez 10, il y en a 100 qui, qui se pointent. Donc, voilà, moi, j'arrête très vite la conversation, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais au début, parce qu'ils sont malins, ils vous accrochent avec un truc. Vous dites, bon, ça vaut le coup d'essayer de discuter. Bon, après, il y en a, parce qu'ils sont assez malins, quoi. Il y en a très vite, vous vous dites, bon, c'est même pas la peine, ils battent plafond, on n'y arrivera pas. Mais il y en a, les premiers échanges, ils viennent vous piquer, quoi. C'est difficile de prendre de la distance avec eux. Oui, et puis... ouais, et puis bon, on ne peut pas se laisser attaquer, se laisser traiter de n'importe quoi sans réagir non plus. Ça dépend, hein. Justement, pour aussi essayer de prendre un peu de hauteur pour
c'est ouais, c'est compliqué, hein, on a envie de répondre tout de suite, mais... Ouais, mais il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé, là, mais le truc de Quatennens, ça a été la petite avalanche. Bon, après, j'ai arrêté, ne serait-ce que parce que j'ai autre chose à faire de mes soirées. Mais... c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois féministes qui ferment à cause de ça aussi. Oui, le burn-out féministe. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. En fait, il y a forcément des parallèles à faire entre le combat pour l'égalité des sexes et l'environnement. Ouais. Et est-ce qu'on ne pourrait pas... je trouve que cet été, il y a eu vraiment beaucoup d'évolutions dans la manière dont la presse, même des victoires, dans la manière dont la presse traite le changement climatique, etc. Et j'ai 2 éléments en tête. Le premier, c'est... Vraiment, on a mis le doigt sur la façon dont la canicule était traitée, avec la canicule heureuse, etc. Et l'association à chaque fois de réactions positives à la canicule et la charte forcément de journalisme qui est arrivée. Et là, c'est vraiment... Anne-Sophie. Comment ? Anne-Sophie Novelle. Exactement, ouais. Voilà. Et je trouve que c'était un peu des opérations coup de poing qui ont vraiment bien fonctionné. Et est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer de cet élan pour proposer la même chose pour la parité femmes-hommes, et est-ce que ça existe déjà en fait? Alors, l'association Prenons la Une, qui a pris la suite de l'association des femmes journalistes, a fait à un moment une charte comme ça sur traitement, voilà, comment arrêter de jouer l'inversion de culpabilité, surtout montrer davantage de femmes, tout ce que je viens de vous dire, quoi. Elles ont fait ça. Les rédactions regardent ça poliment. C'est intéressant, on va le faire. Et puis, il ne se passe rien. Et puis, à l'intérieur des rédactions, parfois, il y a des femmes qui sont hyper engagées, qui bataillent pour que les choses bougent. Et puis, très vite, les mauvaises habitudes reprennent le dessus. Elles s'épuisent, c'est compliqué. La difficulté qui est spécifique par rapport à l'environnement, il y a beaucoup d'hommes qui s'expriment, donc ça va. Mais non, mais sérieux. mais dans le féminisme, ce sont des femmes qui s'expriment et les hommes n'ont pas l'habitude, n'ont pas l'habitude de prendre au sérieux les femmes. Là, il y a un gars qui fait un podcast féministe, il est vachement bien, le gars, son podcast est vachement bien, et il répondait à une interview, il disait que alors, c'était beaucoup de femmes qui l'écoutaient, alors qu'il s'adresse aux hommes, ça s'appelle Cher Connard, je crois, enfin non, c'est pas Cher Connard, mais il sort un bouquin bientôt, il parle des connards, quoi. Soyez moins connards, les gars. Et il dit qu'il est beaucoup écouté par des femmes. Quand des hommes l'écoutent, c'est parce que leurs femmes ont dit d'écouter. Et quand ils écoutent vraiment ce que dit le mec et le prennent au sérieux, il dit, mais alors, si ça avait été une femme qui te l'avait dit, non, je n'aurais pas pris au sérieux. Et moi, dans les formations que je fais, ça m'est arrivé comme ça de faire une formation où j'explique les stéréotypes, tout ça vraiment, puis j'y vais pas à pas, délicatement, vous n'êtes pas responsable, c'est bien. Et ben à la fin, il y a quand même un gars qui me dit, alors normalement c'est des formations que je fais à destination des dirigeants pour leur dire attention, arrêtez de considérer qu'une femme qui vous demande pas 92 fois le poste ne le veut pas, si elle vous le demande qu'une seule fois, elle le veut, machin. Ils n'étaient pas venus, les dirigeants, et un gars qui était dans la salle m'a dit avec beaucoup de bonne foi et de gentillesse, si vous étiez un homme, il serait venu vous écouter. Voilà. Donc là, moi, je ne vais pas me faire opérer. Hein, non, mais il y a un moment, je ne sais plus ce qu'il faut faire, quoi. C'est disponible le podcast que vous citiez? Je ne sais plus. Parce que là, je sais juste, je cherchais. Non, il a été interviewé par Camille et Justine sur le site. Okay. Sur le moi, j'adore ces deux nanas. Camille et Justine, elles sont drôles comme tout. Sur Instagram. Et... Ouais. Et ouais, je ne sais plus le nom, mais je crois je ne sais plus si c'est un bouquin qu'il a fait ou son podcast qui s'appelle Il y a Connard dedans. Mais ouais, c'est compliqué. Hein.
J'ai 30 ans d'expérience sur le sujet, je connais le sujet par cœur, mais non, si c'est un homme et qui connaît rien, ils viendront plus l'écouter que si c'est une femme. Vous n'avez pas abandonné. Non, parce que voilà, ouais, c'est mon combat, parce qu'il y a des petites choses qui avancent, mais je sais que ça va avancer millimètre par millimètre. Voilà, bon, une fois qu'on le sait, on fait avec. Mais il y en a beaucoup qui abandonnent, hein. Il y a plein de gens qui ont bossé avec moi, qui sont passés à autre chose, quoi. Même parmi les personnes qui militaient à l'Association des femmes journalistes, il y en a plein qui sont passés à autre chose. Par fatigue de la lenteur des choses, par dégoût? Parce que faut bien gagner sa vie. Et vraiment, vous êtes très mal vu dans une rédaction quand vous êtes estampillé féministe. La liste des adhérentes de l'AFJ n'était pas publique, à la demande des adhérentes elles-mêmes qui disaient « je ne veux pas qu'on sache que je fais partie de l'Association des femmes journalistes parce que c'est très mauvais pour moi ». Enfin, moi, j'ai été placardisée très rapidement. Bon, alors, mais à un moment, il y avait eu un plan social dans le journal où j'étais, et ils étaient tellement malins, nos dirigeants, qu'ils avaient fait la liste. Alors, on n'a pas le droit de faire une liste de noms de personnes qui vont être licenciées, mais ils avaient fait une liste par fonction et par rubrique. Les rubriques, on sait qui occupe la rubrique. En plus, il avait fait par ordre alphabétique des personnes. Et toutes les personnes qui étaient sur la liste, on était une rédaction moitié homme, moitié femme, et toutes les personnes qui étaient sur la liste étaient des femmes. Et j'avais été interviewée par Le Monde pour autre chose, enfin pour sans doute pour un bouquin que j'avais sorti ou pour l'Association des femmes journalistes, et j'avais dit ça. J'avais dit voilà, non, ça bouge pas, c'est ça. Alors, ça avait fait, plus personne me parlait, j'étais tricarde dans le dans le journal. Bon. Après, voilà, j'ai une vie ailleurs, ça va, je le supporte, mais c'est pas évident. Et puis, moi, j'ai la chance voilà, maintenant, j'ai plus d'enfants à charge, j'ai fini de payer mon appart, donc c'est pas grave si je gagne pas beaucoup, mais bon, voilà, quand on a une carrière à faire, c'est pas lucratif, hein, d'être sur une ligne éditoriale féministe. Vous êtes deux, c'est ça, au sein de l'ONG? Alors, on est deux, moitié bénévoles, hein, quand même. Agathe qui nous écoute, voilà, on essaie de se payer un peu, mais c'est plus bénévole que payé, quoi, dans tout ce qu'on fait. On arrive à se rémunérer avec les formations, mais c'est très difficile à vendre, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins dans les entreprises de booster les carrières des femmes, mais il n'y a pas de demande. Même pas. Même pas parce qu'elles ne sont pas conscientes du besoin. Elles ne sont pas conscientes qu'il y a une différence dans l'approche qu'elles ont de leur carrière avec les hommes. Et c'est au début de la formation qu'elles en prennent conscience, parce que je leur explique, voilà, tout ce qu'on vous a mis dans la tête. Je leur explique, vous connaissez le complexe de Cendrillon, le syndrome de la Schtroumpfette, ça vous dit quelque chose? Le complexe de Cendrillon, c'est depuis que les femmes sont enfants, on leur a lu des contes de fées. Dans les contes de fées, la princesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend le prince, elle attend l'homme qui, d'un baiser d'un seul, va changer sa vie. Et puis après, vous avez la poupée Barbie qui prend le relais, elle se fait belle. Et puis la presse féminine qui vous apprend comment être la plus belle. On apprend aux femmes la passivité, alors qu'on apprend aux hommes à être conquérants. Et donc, les femmes en entreprise, elles ont tendance à bien faire leur boulot et à attendre qu'on leur propose la promotion, alors que les hommes, ils sont tout le temps en train de demander. Machin. Donc, on n'interprète pas de la même façon. Et le syndrome de la Schtroumpfette, c'est, si vous avez lu les Schtroumpfs, hein, il y a plein de personnages masculins qui ont tous une fonction ou un trait de caractère fort. Il y a un seul personnage féminin, c'est la Schtroumpfette, elle est blonde, elle est jolie et elle s'occupe des Schtroumpfs. Ce qu'on attend des femmes, c'est qu'elles soient passives, jolies, altruistes.
Pardon? Comme un décor. Oui, fonction décorative. À la fois fonction décorative et altruiste, s'occuper des autres aussi quand même. Et voilà, et on l'a intériorisé tout ça, on l'a intégré. Et du coup, c'est les femmes qui sont ambitieuses, qui vont avoir des comportements en entreprise, qui sont les comportements qu'il faut adopter pour avoir la promotion, elles sont ce qu'on appelle en insécurité ontologique, c'est-à-dire c'est quoi mon identité? Si je me comporte comme une femme, j'ai aucune chance d'avoir le poste parce que je vais être passive et gentille, mais si je me comporte comme un homme, c'est mal vu, c'est bossy, donc voilà, il y a cette espèce d'insécurité qui fait qu'on n'y arrive pas. Et tout ça, c'est construit par les médias. D'ailleurs, les médias, je le dis dans le bouquin, c'est un énorme syndrome de la Schtroumpfette. Vous avez la presse d'information générale et la presse thématique qui semble plutôt s'adresser aux hommes. Hein. La presse d'info générale, elle semble s'adresser aux hommes, ne serait-ce que parce qu'elle montre que des hommes. La presse sportive, la presse sur la pêche, sur plein de loisirs, ça semble s'adresser aux hommes. Et puis vous avez le ghetto de la presse féminine qui explique aux femmes comment être une bonne Schtroumpfette. Donc, c'est entretenu, ne serait-ce que par la structure de la presse elle-même. Je vous ai un peu cassé le moral, là, pardon. Non, plutôt dans la réflexion. Oui. Est-ce qu'il y a un fait qui vous a donné du bon espoir? Ouais. Un truc Terminer qui vous a sur donné une une note. Non, la note positive, c'est que les journaux se sont remis en question quand même sur la question du sport, sur la question du vocabulaire, de l'écriture inclusive, sur la titraille sur les féminicides. Ils parlent de féminicide. Là, ce qu'on disait tout à l'heure sur les unes de Sud-Ouest, c'est très bien. Le Monde a fait énormément de papiers sur ces sujets-là. Donc, c'est des sujets qu'ils commencent à prendre au sérieux. Mais voilà, on est qu'au début du commencement de quelque chose, quoi. Et il ne faut pas lâcher l'affaire parce que dès qu'on arrête d'avancer, on recule, quoi, sur ces sujets qui sont tellement compliqués à faire bouger. Voilà, faut vraiment continuer, pas lâcher l'affaire. Et l'autre chose qui me rend très optimiste, c'est que ça fait depuis que je milite sur ces sujets-là que je propose mes services aux écoles de journalisme. Et pas que moi, mes amis qui étaient à l'Association des femmes journalistes, et les écoles de journalisme nous regardaient en rigolant, ne nous prenaient pas au sérieux. J'avais une amie qui était allée faire un cours une fois dans une très grande école de journalisme. Elle m'a dit, j'ai cru qu'ils allaient me jeter des tomates, quoi. Ils remettaient en question tout ce qu'elle disait sur le traitement journalistique des hommes-femmes. Et ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a une école que je considère comme étant parmi les meilleurs, qui est l'IJBA, qui m'a demandé de venir faire des cours sur ces sujets. Et puis, voilà, un programme assez lourd l'année prochaine. Et c'est la première fois que je vais faire un vrai programme sur la question du genre. Et ils ont aussi innové sur la question de l'environnement, pareil. Et c'est Anne-Sophie qui va faire le cours. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Mais en 2014, quand j'étais au Conseil à l'égalité, on avait essayé de glisser dans la loi égalité réelle de Najat Vallaud-Belkacem une obligation pour les écoles de journalisme d'introduire des cours sur ces questions d'égalité homme-femme dans les programmes. Et alors là, ça avait été levé de bouclier de la part de la conférence des grandes écoles, c'est scandaleux, liberté d'enseigner, donc il n'y avait pas eu moyen. Et une députée qui faisait partie du Haut Conseil m'avait dit, mais tu sais, il y a 15 jours, à la demande du MEDEF ou de je ne sais pas qui, on nous a demandé de mettre dans les écoles de journalisme des cours sur l'industrie, l'entreprise, parce qu'ils considèrent que les journalismes sont nuls sur ces sujets-là, et c'est passé crème. Les mecs, ils n'ont pas brandi la liberté d'enseigner. Mais par contre, sur l'égalité homme-femme, alors là, c'était un vrai scandale, quoi. Donc, voilà, je me dis qu'ils évoluent quand même. Pas tous, doucement. À la dernière présentation de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait l'AFP, il y avait... ça m'a échappé, c'est à quoi je pensais.
Oui, une personne qui travaillait dans une école et qui disait qu'elle essayait d'introduire des cours sur le genre et qu'elle n'y arrivait pas parce que, comme ce n'est pas prévu dans les programmes, c'est des cours en plus, donc les élèves ils sont déjà super chargés, ils n'y vont pas. Ils ne vont pas à ces cours, ou alors c'est vraiment des gens super motivés et qui ne vous apportent rien parce qu'ils savent déjà tout, quoi. Mais justement, en parlant d'école, Oh non, non. en parlant d'école, le fait qu'il y ait une féminisation de la profession, que, alors c'est peut-être une impression que je vis dans une bulle, mais que les nouvelles générations soient peut-être plus informées sur ces sujets, est-ce que ça donne un espoir que ça s'accélère, mais d'autant plus vite, notamment dans les médias? Ou c'est juste un effet de bulle, en fait? Alors, à mon grand âge, c'est des réflexions que j'ai entendues souvent. Ah oui, mais là, ça s'améliore. Bah non, mais si. Non et si, parce que grâce aux réseaux sociaux, ça s'améliore. Il y a quand même, voilà, les jeunes sont mieux informés et moins complexés sur la question du féminisme, parce qu'avant, c'était une maladie honteuse, hein, le féminisme, c'est plus le cas. Enfin, je crois, moins. Cependant, il y a 1 ou 2 ans, il y a une journaliste qui a postulé chez moi, une jeune journaliste, et elle me disait, ah, mais vous savez, moi je ne dis pas que je suis féministe quand je postule ailleurs, parce que je sais que c'est un barrage. Donc, je ne sais pas à quoi répondre. Voilà, c'est ça. Il faut renouveler, mais comme ils forment les autres à leur image. Et puis, vous savez, il y avait eu toute cette affaire de... Comment ça s'appelait? Ces jeunes qui harcelaient des filles sur les réseaux sociaux. La Ligue du LOL. Ce n'est pas des vieux. Hein. C'est pas des vieux. Alors, moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est qu'ils aient trinqué. Ces jeunes, ils ont été virés de leurs journaux. Ils ont été virés par des directeurs de journaux de ma génération qui ont fait bien pire. Parce qu'eux, c'était derrière leur écran qu'ils emmerdaient les filles. Mais ces types qui les ont virés, je peux vous dire qu'ils ne se contentaient pas d'agresser les femmes derrière un écran. Et là, ils faisaient leur ligue de vertu en disant non, les vire, c'est pas bien ce qu'ils ont fait pour se faire bien voir. Voilà, bon. Mais voilà, c'est quand même des jeunes qui continuent à avoir cette mentalité. Après, c'est question de modèle, et après, je ne sais pas si c'est une question d'âge ou si c'est une question d'engagement politique. Parce que voilà, il y a aussi des gens de ma génération, des hommes de ma génération qui sont très au fait de ces sujets-là, qui sont très progressistes, qui veulent faire avancer les choses. Alors, ils ne sont pas légion, mais est-ce qu'ils le sont plus ou moins que les générations plus jeunes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut se réjouir qu'on ait souligné deux initiatives en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Ah oui, oui, oui. On peut déjà se réjouir de ça. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, moi je reviens. En espérant, quand vous voulez, et en espérant justement que ces initiatives soient modèles pour faire changer les choses. Oui. Ah oui, oui, moi je signe à Bordeaux. D'ailleurs, je suis née à Bordeaux. Ah bah ça, n'a pas raison. Donc oui, oui, moi je suis très contente. Et vraiment, cette école, j'ai fait une conférence il y a quelques mois, et après ils m'ont proposé de venir faire les cours. Et la conférence, c'était bien, mais le truc, c'est que ça tient à une personne, quoi. Il y avait une prof qui avait vachement fait bosser ses élèves sur ces questions, qui leur avait fait faire des sujets sur l'égalité homme-femme. Et avant de faire la conférence, je les ai écoutés, je les ai regardés. Ils avaient fait un boulot remarquable, quoi, sur plein de sujets, sur les violences, sur le sport, sur plein de sujets. Et ils posaient des bonnes questions. Non, c'était vraiment très... Ils avaient fait un super boulot. Les femmes doivent toujours attaquer. Sauf qu'on n'est pas formaté pour attaquer. Vous voyez, ouais.
Non, mais il n'y a pas le choix, mais sauf qu'on ne sait pas faire. Vous voyez, le titre du livre, Journalisme de combat, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est parce qu'en fait, quand j'ai créé les Nouvelles News, j'ai embauché un journaliste, un garçon, qui était très bien, qui était très chouette. Et puis, bon, pour des raisons compliquées, il a dû partir 10 ans après. Et il m'a envoyé un message. Il a dit « Merci pour ces 10 ans de journalisme de combat ». Et moi, c'est ce qu'on fait, c'est du journalisme de combat. Voilà, on combat les idées nauséabondes qui sont infusées par d'autres journaux. Mais je ne me le suis jamais formulé comme ça, parce que, voilà, comme Agnès Jaoui, je n'ai pas été formatée pour ça. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à nous dire, mais il faut vous battre, il faut être agressif, il faut machin. Et on n'a pas été formaté comme ça. Et c'est compliqué, hein, mais et on n'a pas forcément envie. Ils ont besoin d'éduquer pour respecter les femmes. Mm. C'est important, ça. Ouais. Dans la famille, c'est très important. Mm. Faire l'égalité entre les femmes, les filles et les garçons, c'est important. Ouais. Moi, je n'imagine pas quand je suis arrivé en France que je rencontrer ce sujet. Mais oui. Oui, il existe ce sujet. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la société matérielle aussi. Mais oui, ici aussi, bien sûr. Et très, les hommes, toujours. Ouais. Et très hypocrite en plus. Beaucoup plus hypocrite que les pays du Maghreb, où là, c'est plus affiché. Oui. Est-ce que vous croyez que les femmes restent contre les autres femmes? Je ne parle pas bien français. Il y a des rivalités. Mais quelquefois, les femmes empêchent l'autre femme pour. Ouais. Ah oui, et c'est un gros problème. Et je trouve qu'on ne le médiatise pas beaucoup. Et j'avais demandé à une sociologue de Sciences Po Bordeaux, ce que je connais, qui étudie beaucoup les sujets-là. Et en fait, j'ai du mal à trouver des sources qui étudient justement les rivalités entre femmes, qui, moi, me désespèrent et honnêtement m'entourent. Et je ne sais pas comment on arrivera à nos fins à partir du moment où on ne se serre pas les coudes à 100%. Vraiment. Et je trouve que c'est pas du tout médiatisé comme. Je suis d'accord. Parce que ton acte dirait que ça dessert aussi la cause, etc. Bah oui. Le problème, c'est que c'est hyper prégnant, quoi. Ouais. Mais parce que oui. Désolé, mais j'ai une expérience parce que j'ai cofondé un réseau des femmes syriennes après la révolution syrienne pour soutenir les femmes laïcité en Syrie. Et j'ai cofondé ce réseau en Turquie, en Égypte, parce qu'on ne peut pas faire ça avec le génocide. Et j'ai remarqué que les femmes, quelquefois, contre les autres femmes. Oui. Mais j'ai choqué, moi. Pourquoi? Est-ce que les hommes font pas ça? Moi, oui. Est-ce que les hommes font ça? En fait, moi, les hommes sont en rivalité moi, aussi. Moi, je suis militant féministe. Je suis ici pour vous écouter parce que c'est important pour moi. Et, mais le choc pour moi, il y a plusieurs femmes contre eux. Pourquoi? Oui, mais. J'ai parlé avec eux, mais il y a les jalouses, il y a beaucoup de jalouses. Mais parce que c'est inhérent. Pour cela, je pense que nous avons besoin d'augmenter la conscience des femmes. Ah oui. C'est dans l'éducation des femmes. Mais on est en compétition, mais depuis des siècles et des siècles. C'est inhérent, voilà, c'est inhérent à ce qu'on met dans les têtes des femmes. Quand je vous disais la passivité, la princesse, il faut être la plus belle pour conquérir l'homme, parce que la femme n'existe que par rapport au regard de l'homme, donc elle est en rivalité avec d'autres femmes sur des questions de plaire aux hommes. Enfin, moi, quand je fais ces formations, je mesure à quel point le souci numéro 1 des femmes, c'est de plaire aux chefs, aux hommes, machin, alors que les hommes, c'est je veux ça, je vais me battre pour l'avoir. Alors que les femmes, elles ont été formatées pour ça, ça passe par le regard des hommes. Quand je leur dis parlez-moi d'une réussite, elles me disent c'est réussi parce que le chef m'a dit que c'était réussi. Je dis non, c'est réussi parce que objectivement tu as fait des trucs qui font que c'est réussi. Mais vous voyez, et elles se posent même pas la question de savoir ce qu'elles veulent. Quand je leur dis allez, comment vous voyez votre carrière bientôt?
Je verrai en fonction des opportunités, de ce qu'on va me proposer, de ce que les autres vont me proposer. Non, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que tu veux, et tu vas annoncer ce que tu veux, tu vas le faire savoir, parce que si tu le fais pas savoir, tu l'auras jamais. Et c'est compliqué, c'est une gymnastique compliquée pour une femme. Moi, vraiment, je les porte, je les coach, je les lâche pas jusqu'à ce qu'elle m'ait dit clairement « je veux ». Les femmes n'ont pas été habituées à se demander ce qu'elles veulent. C'est qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à l'autre? Et donc, on a été formatés comme ça. Et donc, il y a des rivalités parce que le Graal des femmes, c'est de plaire aux autres. Donc, on est en rivalité entre femmes. Et c'est ça qu'il faut changer. Enfin, l'homme est un sujet désirant, la femme est objet de désir. Et donc, elles se battent pour être le plus bel objet de désir. Il faut que les femmes deviennent des sujets désirants. C'est pas une mince affaire. Oui, mais qu'elles deviennent devenir sujets désirants. Et c'est vraiment... Ouais, non, mais surtout que j'ai un train... Hop. Ouais. Et il y a un sociologue qui dit, c'est Jean-Marie Domnac qui dit, il n'y a pas d'objet du désir, il n'y a que des sujets désirants. L'objet du désir, ça se construit et ça s'invente. Et ce sont les hommes, parce qu'ils prennent la parole dans les médias, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les médias d'information, dans l'art, partout, ce sont eux qui définissent l'objet du désir. Et les femmes se conforment à ça. Et c'est pour ça qu'il faut que les femmes deviennent sujets désirants et pas juste objets de désir. Et les médias ont un rôle important à jouer là-dessus. Je crois qu'il y a une dernière question en ligne. Oui. Moi, j'avais juste une petite question. Là, vous venez de sortir votre livre. Est-ce que vous avez déjà l'intention, en projet, d'en sortir un autre? Pas du tout. Alors, je vais l'actualiser. Je vais faire un livre aussi sur les formations que je fais, parce que ça apprend énormément sur les différents hommes-femmes. Et c'est vraiment, dans les formations, je vois les conséquences du traitement médiatique de la question des hommes et des femmes. Et avec Agathe, qui m'écoute, on devrait publier aussi les dossiers. Alors, elle est en train de mettre à jour des dossiers thématiques sur le site, qui seront accessibles directement sur le site, mais qu'on projette de faire aussi en livre, sous forme de livre. Voilà, parce que moi j'ai pris goût à l'édition de livres, c'est génial, j'adore faire ça, c'est très sympa, mais bon après, voilà, il faut avoir le temps entre les formations, le site et les livres, ça fait beaucoup de choses, mais c'est très chouette. Je me suis constitué une petite équipe avec des relecteurs, des graphistes, et c'est très sympa. Et j'avais une dernière petite question. Du fait que l'année prochaine, vous allez dispenser des cours à Aljiba. Moi, j'ai fait Aljiba il n'y a pas longtemps. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu, de manière très résumée, d'à peu près de quoi vous allez traiter pendant... Ce que je viens de vous dire là. Ouais, d'accord, ça va être un peu tout ce qui va être repris. Voilà, ça va être ça, mais sauf qu'on va faire des enquêtes aux journalistes, voilà, à partir de ça, et vraiment leur apprendre à avoir des questionnements qui aboutissent à un traitement égalitaire de l'information. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, pour terminer, où est-ce que vous trouvez la livre? Alors, le livre, vous le trouvez sur le site. Et puis, vous pouvez les commander en librairie. Je ne crois pas qu'ils soient dans des librairies à Bordeaux. Je peux vous en laisser quelques exemplaires si vous voulez leur demander de les garder en dépôt. Le système de dépôt, c'est ils signent un papier, puis s'ils les vendent, ils m'envoient des sous. S'ils ne les vendent pas, ils me les renvoient. Voilà. C'est un système comme ça. Je vais vous les laisser si vous êtes d'accord. Voilà. Et sinon, si vous voulez les vendre ici, aussi. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Oui, quand je viendrai pour l'Ijba. Super. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.